Il est guide émérite de l'association AFBI, Another Vision by Yves. À travers sa communauté de capitalisation, il structure axée sur l'humain et la proximité. Il transforme la précarité en autonomie pour l'intégration réussie. Mon invité est Yves Niémec. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves qui va nous parler de son association. Bonjour Yves. Bonjour Cynthia. Bienvenue sur le plateau de Déclic. Merci, c'est un plaisir. Bon, on s'est déjà vu dans une autre émission, donc la revue de presse, en tant que chroniqueur. Mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment de ton parcours, de ce que tu fais professionnellement et comment tu accompagnes justement le public qui t'anime aujourd'hui. Ça te va? Ça me va. Oui. Parfait. Alors, c'est qui Yves? Yves, c'est le guide de la communauté de capitalisation. J'aime bien le thème communauté, de la communauté de capitalisation AFBI. On va en parler de cette communauté, mais avant cette communauté, c'est quoi votre parcours? Comment vous êtes en arrivé là? Le parcours, il est tellement long, hein, je ne sais pas par quoi commencer. Donc On va synthétiser tout ça. On va synthétiser. D'accord, ok. Déjà, j'ai un parcours migratoire et tout. Voilà. Heureusement ou malheureusement, je suis arrivé en France par la Libye, le Nigeria, le Niger et tout ce que vous connaissez, avec toute la souffrance qui va avec. Arrivé ici, j'ai intégré les associations dans le cadre des bénévolats et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui manquait. L'accompagnement était statique et on ne l'adaptait pas aux personnes. Voilà, on avait une façon standard d'accompagner tout le monde et je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais je n'avais pas les armes à cette époque, donc je me suis formé et tout. Et après 6 ans, j'ai décidé de me lancer dans ma vision de la chose sociale. Quand vous avez quitté le pays, qu'est-ce qui vous a animé à ce moment-là? Pourquoi? C'est le manque de moyens financiers? C'est comme vivre mieux? C'est quoi? Ou c'est l'Europe? Cette envie de découvrir l'Europe? Pourquoi vous avez quitté le pays? Bon, après l'envie de découvrir l'Europe, je ne dirais pas, parce que traverser ce que j'ai traversé pour arriver en Europe, la phrase elle est simple, hein, c'est trop cher payé pour si peu. Voilà, les souffrances et tout. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver et tout, mais les personnes avec lesquelles je suis quitté n'ont pas eu la même chance. Et donc, voilà. Donc, vous On pouvez vous a imaginer. pas prévenu? Non, et c'est ça. Aujourd'hui, je le fais depuis des années, j'essaie de prévenir, mais ça ne sonne pas. Voilà, il y a des choses dans la vie, il faut les vivre pour les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on sensibilise quand même beaucoup sur le continent africain en disant justement partir sur un bateau, vous n'allez rien trouver de merveilleux justement en Europe. Donc, on incite d'autant plus cette nouvelle génération à accepter, à créer chez eux au lieu de venir créer ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, après, ça, c'est plus des discours que la réalité. Hein. Voilà. La réalité, c'est compliqué de dire à une personne, c'est difficile, pendant qu'en même temps, il y a d'autres qui mettent des photos sur Facebook, sur TikTok. Vous imaginez, le discours, il est contraire. Et après, ça dépend des souffrances. Il y a des souffrances au point où on se dit, bon, voilà, peu importe ce qui va arriver, l'essentiel, c'est de quitter d'abord. Oui. Je tente ma chance, voilà. Parce qu'une personne sur deux arrive. Et c'est ça la réalité. La réalité, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne voit pas au travers des caméras, parce que quand on est en Libye, par exemple, à Grégarages, il n'y a pas de caméra. Quand on est au bord de la mer pour monter dans le Zodiac, il n'y a pas de caméra. Est-ce qu'il y a de la solidarité à ce moment-là? Ou c'est le chacun pour soi? Non, on est dans le chacun pour soi. On est vraiment dans le chacun pour soi, parce que le danger, en fait, on le vit, il est réel, on le touche, il est palpable. Voilà, moi, j'ai vu des couples se séparer. Chacun pour soi, le monsieur, il laisse la femme et les enfants. Donc, voilà la réalité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est trop cher payé pour si peu. Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous faites ce dialogue du terrain en disant, mais ne croyez pas ce que vous regardez sur les réseaux parce que les gens ne vivent pas comme ça. C'est ça? Effectivement, voilà, je continue à faire ce travail-là. Il est faux. De toutes ces souffrances, quand je parle de la Libye et tout, la souffrance, elle est énorme. Je parle des violences de tout genre. Mais la pire, c'était pas en Libye, c'était ici.
La pire, c'était ici. Parce que Quand bon, vous dites ici, on parle de la France. Hein. On parle de la France. Voilà, on parle de la France. Pourquoi? Parce que quand on arrive, l'énergie, on a mis tellement d'énergie en Libye, au Nigeria et tout. Quand on arrive, l'image qu'on a, c'est l'image du paradis. Quand on arrive au paradis, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On parle d'énergie physique, mais aussi financière. L'énergie physique, financière, psychologique, tout ce que vous voulez. Arriver au paradis, on n'a plus besoin de ça. Vous arrivez chez le frère qui devait vous recevoir, le téléphone ne passe plus. Ou il vous reçoit après une semaine et vous met dehors en plein hiver. Et là, c'est pire que ce qu'on vit en route. Et c'est la réalité du terrain. C'est la réalité que moi j'ai vécue. Vous devenez un fardeau en fait pour la personne et du coup, voilà, vous trouvez n'a plus envie de vous. Et ça, c'est encore pire. Le courage de rentrer, c'est celui-là. Après, les moqueries, voilà, et on se dit, bon, c'est sûrement comme ça au départ et ça va s'arranger. C'est ça la réalité. Vous savez qu'il y a plein de films dessus. Il y en a un très beau d'ailleurs qui s'appelle La Pirogue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'un réalisateur sénégalais. Ce qu'on comprend aussi, c'est cette image qu'on veut donner à la famille une fois qu'on est parti. C'est-à-dire que malgré les souffrances, on continue de leur faire croire que tout va bien et qu'on a réussi. Est-ce que c'est vrai? Après, ça dépend des contextes. C'est vraiment différent. C'est pour ça que j'ai dit au départ, les situations ne sont pas standards. Voilà, la situation est adaptée à la personne et au personnage. Il y a des familles, effectivement, d'autres vont montrer que ça va très mal, effectivement, pour éviter qu'on les dérange. Et dans ce cas-là, c'est la famille qui aide financièrement ici. La personne ici. Ou déjà, à partir du moment où on ne peut pas aider, au moins on ne dérange pas. Parce qu'il y a des familles qui mettent beaucoup de pression. Tu arrives en Europe, un point, c'est tout. Et d'autres vont faire celui, ça va et tout, voilà. Donc, c'est tellement compliqué. Quand ces personnes se trouvent seules face à elles-mêmes, la réalité les rattrape. Et c'est là la grande difficulté. Et c'est là où la situation précaire et vulnérable elle peut basculer. Elle peut basculer et vous rend précaire et vulnérable. Là, on ne parle plus d'une situation de vulnérabilité, on parle d'une personne vulnérable et précaire. Et là, on descend vraiment très bas. Parce qu'on parle beaucoup de drogue, personnes sans abri à la rue. Donc, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça, effectivement, Cynthia. Donc, à partir de là, vous avez eu le déclic. Vous m'aviez dit en amont, quand on a échangé avant cette émission, que vous avez travaillé pour une association. Oui. Mais que vous vous êtes rendu compte que, en fait, l'accompagnement, ce qu'on leur disait, en fait, le discours ne correspondait pas à la réalité des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le discours ne correspondait pas parce que je me rappelle, il y a des fois où on m'a dit il faut faire de la diplomatie et tout. J'avais l'impression qu'on avait un mal et qu'on s'arrangeait à utiliser le médicament le moins efficace. J'ai été formé, j'ai eu beaucoup de chance, l'association, effectivement, l'association Arcade, et Arcade le repère maintenant. Son directeur, c'est un homme magnifique, il acceptait mes idées. Je proposais, il me laissait mettre en place l'idée. Voilà, c'était l'occasion pour moi de me renforcer et d'avoir des compétences utiles pour pouvoir faire cet accompagnement. Et quand j'ai senti qu'il était temps, voilà, j'ai voulu mettre ma vision. Et en place, sur le terrain. Sur le terrain. Et je n'ai pas eu tort. Puisqu'en moins d'un an, je compte plus d'1 millier de membres et une liste d'attente de près de 2000 personnes. On y arrive. Donc, à partir de là, le déclic se fait et vous partez de l'avant. Et là, vous allez créer ce qu'on appelle AVBI, Another Vision by Yves, donc qui est votre prénom. Donc, une association, plutôt une organisation qui est inspirante, qui se définit comme une communauté de capitalisation, dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, notamment d'Afrique subsaharienne. On est d'accord? Dans leur parcours d'intégration en France. Vous êtes le pilier de cette organisation. Votre titre de guide émérite suggère que vous apportez non seulement une expertise technique, parce que là on parle des démarches administratives, juridiques, santé, mais aussi une vision morale et un retour d'expérience précieux qui est la vôtre. Comment vous faites cette conception, ce concept de communauté de capitalisation vous est venu? À quel moment? Oui, ça c'est une très très bonne question. Effectivement, le concept de communauté de capitalisation, l'association dans laquelle je travaillais, il y avait un stagiaire. On a eu l'idée
de discuter avec des personnes qu'on accompagne. On fera un mélange. Des personnes qui ont été dans cette situation et ça va, elles ont eu les titres de séjour, d'autres qui sont en route pour la régularisation et ceux qui sont en situation de grande précarité. Dans cet échange-là, c'était une espèce alcoolique anonyme et tout. J'ai même créé un nouveau concept dans ce même sens-là. Dans cet échange, on s'est rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui commençaient à développer leur pouvoir d'agir parce qu'elles avaient écouté l'histoire de l'autre. Il y avait des personnes qui pensaient avoir des situations tellement compliquées, en écoutant celle de l'autre, elles disaient « Ah ouais, mieux moi ». Et qu'une personne soit en train de dire, surtout quand je prends moi ce que j'ai vécu, votre exemple de la personnel. prison, l'exemple personnel et tout. Moi, j'ai été kidnappé en Libye où j'ai fait de la prison. J'ai été vendu comme un esclave. Je suis arrivé malade, maigre et tout. Et qu'aujourd'hui, je sois là en train de parler aux personnes comment s'en sortir. Ils se disent, ben voilà, il y a un qui m'a dit un jour sur TikTok, mais si le guide il est venu à pied, en bateau et tout a réussi, moi qui suis venu en avion, je pense que je peux réussir. Et c'est ça le concept de la capitalisation. En fait, le fait de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes, de peut-être même se projeter et ne pas se sentir seul, se dire que on a connu peut-être les mêmes galères, les mêmes problématiques. Est-ce que ça aide, ça renforce, c'est une manière de dire je me culpabilise pas de mon parcours. C'est même indispensable. C'est pas comme si c'était quelque chose qui ajoutait une chose déjà en place. Non, c'est indispensable. Cet échange-là, c'est ça la capitalisation. Ça a un rôle très important. Écrire son histoire en s'inspirant de celle des autres. Et c'est la même chose quand je vais rendre visite en prison en tant qu'ancien prisonnier et tout. Le message, il est plus clair. Ils ont en face d'eux une espèce de modèle. Lui, parce que c'est ça la phrase, quand on parle à une personne qui est dans une situation précaire ou vulnérable, lui me comprend parce qu'il a vécu ça. Pas pour dire que ceux qui comprennent ne sont que ceux qui vivent la même chose, non. Mais je pense qu'accompagner des personnes dans cette situation précaire-là, on arrive à comprendre mieux leur ressenti pour enfin adapter un accompagnement en fonction de l'humain qui est en face de toi et non d'une situation standard. Pour pouvoir mieux orienter. Pouvoir mieux orienter, mieux accompagner. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce concept aujourd'hui qui vous anime, j'ai envie de dire, au quotidien dans cette communauté. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que ces termes signifient concrètement pour les personnes que vous accompagnez? En quoi cette approche se distingue d'une aide associative classique? Communauté de capitalisation. Oui, communauté de capitalisation dans sa définition, selon le guide, pouvoir écrire son histoire en s'inspirant de celle des autres. L'objectif est le même, accompagner des personnes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Nous avons des personnes brisées moralement, mentalement, psychologiquement, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire ces personnes sont des personnes fortes, mais la situation est tellement précaire et vulnérable qu'elle a affecté la personne elle-même. Elle se sent inutile. Le but, vraiment, cette communauté de capitalisation, c'est accompagner cette personne dans ce processus-là. J'en suis l'exemple. Une personne qui est au centre de son parcours de vie trouve des solutions à ses problèmes. La différence entre des associations classiques, je vais parler vraiment en français facile, la communauté de capitalisation ne donne pas du poisson, elle apprend à pêcher. La personne doit être au centre de son parcours et éviter cet assistanat éternel où une personne, après 5-6 ans en France, on l'aide encore à remplir son dossier d'aide médicale d'État ou à remplir ses impôts. Donc, c'est ça la différence. Et je vais aller plus loin, je ne sais pas si la question va venir, je vais peut-être emboîter le pas. Nous avons un autre problème, les personnes, par exemple, LGBT. Dans ma communauté de capitalisation, j'ai plus de 300 personnes d'orientation sexuelle, lesbiennes, voilà, LGBT. Et c'est des personnes d'Afrique subsaharienne. 100%, je dis bien 100% de ces personnes ont été chassées, sont discriminées par leur propre famille. Voire radiées. Radiées de la famille. Je dis 100% sont radiées de la famille. Quand ils arrivent en France, eh bien, il y a des clubs identitaires et tout. Mais encore, ce qui résonne dans leur tête, c'est il existe des endroits encore pour nous. La communauté de capitalisation AFBI, que tu sois hétéro, gay, trans, quel que soit ce que tu es,
quelle que soit l'appartenance religieuse. Ce que tu représentes tout court. Quelle que soit l'orientation sexuelle et tout, on s'en fout. Ce qui importe, c'est l'être humain qui est là. Qu'une personne d'Afrique subsaharienne LGBT puisse parler de sexualité à une personne hétéro sans se sentir discriminée, là déjà c'est une très très grande victoire. Est-ce que c'est une manière de... On commence l'autonomisation par là, c'est ça? Oui, on commence par là, oui. Et là, ça développe quelque chose, ça change. On vit en France où l'homosexualité est acceptée, mais je me retrouve avec des Africains qui normalement sont des mêmes qui m'ont chassé de mon pays, mais ici ils m'acceptent. C'est ça la communauté AFBI. Alors il faut quand même rappeler, Yves, hein, que sur le continent africain, les LGBT encore sont très en minorité ou existent mais cachés parce que justement les États ne les acceptent pas. Oui. On est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème. Un vrai débat. Et même quand l'État ne pénalise pas, aucune culture africaine ne l'accepte. Une famille qui vit avec... Par exemple, vous voyez un peu chez les musulmans et tout, une famille musulmane qui a une personne LGBT, voilà, cette famille est bannie, elle est repoussée, c'est toute la famille, jusqu'à ce qu'en retour, elle bannisse la personne. Et c'est ça la réalité. Voilà. Donc, votre rôle de guide émérite, on y arrive quand même parce qu'il faut, c'est un concept à part. En tant que guide émérite, vous occupez une place de mentor au sein de cette structure. Quel est, selon vous, l'aspect la plus crucial de votre mission aujourd'hui au sein de AFBI? Est-ce que la transmission du savoir administratif est complexe et le soutien psychologique pour redonner confiance à ceux qui l'ont perdu, tout simplement? Oui, comme j'ai dit, le partage d'expérience est très important. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont arrivées brisées, qui font le même rôle. Voilà, ces personnes-là, on les a vues arriver. Elles ont pu s'en sortir. C'était quoi le secret? C'était les accompagner dans le développement de leur pouvoir d'agir. C'est ça, la fondation même de ce qu'on met en place. Parce qu'on ne vous appelle pas l'accompagnateur, le conseiller, mais le mot guide, c'est très fort. Ah oui, c'est même pas encore, c'est pas aussi fort parce qu'il y a plus. Hein. Je t'explique. Explique-nous tout, on veut tout savoir. Je vous explique tout. Déjà, j'aime bien raconter cette histoire où à l'époque, quand je travaillais comme médiateur de santé, les personnes, quand elles arrivent ici en France, elles ont un problème. Le premier, c'est comment je fais pour avoir mes papiers. Mon rôle n'était pas celui-là. Mon rôle était de jouer la courroie de transmission entre les personnes et l'administration. Vous étiez le facilitateur. Oui, une espèce de facilitateur, voilà, un médiateur. Et les informations, j'allais les prendre chez mes collègues juristes. Et je n'avais pas toujours les bonnes réponses. J'ai décidé d'aller me former dans le droit des étrangers. Je me suis formé dans le droit des étrangers. Je me suis rendu compte qu'en fait, la meilleure intégration ou l'accompagnement d'une personne migrante qui veut s'intégrer en France, ce n'est pas qu'une question de droit des étrangers. Il y a aussi le devoir des étrangers, surtout même le devoir des étrangers. Le respect des valeurs de la République qui t'accueille. Après, je me suis formé aussi sur l'entretien motivationnel, éducation thérapeutique du patient. Oui, parce qu'il faut quand même connaître les codes en France. Hein. On ne peut pas tout intégrer. Voilà. J'ai pris 6 ans pour ça. Déjà, l'association dans laquelle je travaillais qui me permettait de faire ces formations. Et en tant qu'autodidacte et tout, je me suis formé seul. Je posais des questions, j'allais voir des grands professeurs, je discutais avec des philosophes, comme le philosophe Pape, par exemple, qui m'a fait connaître la chaîne. On lui passe le bonjour. Hein, voilà. On lui passe le bonjour au philosophe Pape Sissoko. Qui a cru en moi, hein. Il a énormément cru en moi. Il m'a dit, Yves, tu penses à un truc, tu le mets, il va marcher. Donc, ça m'a beaucoup encouragé. Il est un peu visionnaire comme vous. Je pense qu'il a vu un potentiel, quelque chose. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. J'ai donc acquis ces compétences-là. Et quand je suis entré sur TikTok, au niveau du droit des étrangers, je disais ce que j'avais à faire. Après, il y a Maître Hugues, je profite pour lui faire un coucou. Il est professeur de droit, docteur en droit, effectivement, avocat au barreau de Paris. Lui, je pense que ça a été un déclic. J'aime bien le terme déclic là. Voilà, ça a été un autre déclic qu'un professeur d'université de droit dise « Nous, on est à l'école pour apprendre des choses que toi, tu arrives à faire d'un claquement de doigts. » Et le thème qu'il a utilisé, à César, ce qui appartient à César, là, ça m'a fait prendre la grosse tête, je l'avoue. J'ai dit « Ça veut dire que je suis fort. »
Et là, ce sont des followers qui m'ont surnommé guide. Et puis, c'est allé à guide suprême, puis guide suprême éternel. Depuis hier, je suis saint guide émérite. Voilà, donc les titres, ils viennent. Voilà, pour moi, ça me fait un peu rire et tout. Mais derrière ça, on a juste cette personne, voilà. Cette personne qui vous comprend. Vous êtes un autodidacte, en fait. Oui, je suis un autodidacte. Je suis un autodidacte. Et c'est vrai, on me dit il faut beaucoup lire. Oui, j'aime bien lire, mais je préfère qu'on me lise, moi. Parce que mon idée, elle est réelle. La preuve. Vous lisez le terrain. Vous êtes un homme de terrain. Un homme de terrain, oui. La réalité du terrain, je la connais. Quand on dit on fait ceci, non, vous n'êtes pas, vous faites pas le terrain. Quand je suis allé parler à mon association de ce que vivaient les femmes en situation de prostitution au bois de Boulogne, c'était pas parce que je restais dans un camion pour les observer. Non, j'ancrais dans le bois. Et ces femmes subissaient des, voilà, subissaient des choses, de harcèlement et tout, voilà. Donc, moi, j'allais sur le terrain. Donc, quand je viens avec une information, c'est pas une information que j'ai vue à la télé, c'est une information que j'ai touchée du doigt. Je sais ce que ces femmes ont traversé en Libye, c'est du concret. J'y étais, j'ai vu ce qu'elles ont subi. Donc, voilà, c'est, donc, guide, voilà, c'est cette personne autodidacte qui accompagne la personne au développement de son pouvoir d'agir afin de permettre à cette dernière d'être au centre de son parcours de vie. Mais justement, on y vient de ce parcours d'intégration, ce pouvoir d'agir, c'est important, ce concept. Les objectifs affichés de AFBI, c'est de placer l'individu au centre de son propre parcours de vie pour développer son pouvoir d'agir. Mais comment vous réussissez à transformer cette personne en situation de vulnérabilité, en extrême, un acteur autonome de sa propre intégration? Effectivement, la question, elle est très bien posée. Quand une personne arrive, effectivement, vous avez parlé des associations traditionnelles, le droit des étrangers, le titre de séjour, le travail, la maison, la famille, ça devient secondaire quand on arrive à AFBI. La première chose, c'est la réparation de la personne. Des personnes arrivent brisées. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai vu une dizaine de psychologues. Et j'ai dit que ce n'était pas adapté. La psychologie que je n'ai pas connue avant, j'arrive, je suis en face d'une personne qui me parle et me donne un second rang. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je veux le miracle, là, tout de suite. Et le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est de montrer à la personne, comme toi, il y a eu pire. Mais après, ça a marché. Voilà ce qu'il faut faire. Mais vraiment en français facile. Le plus souvent, malheureusement, on a certains avocats malhonnêtes sur TikTok qui viennent essayer de donner un discours qui est autre. Pour avoir les papiers en France, on sait ce qu'il faut. Si ce n'est pas le travail, c'est le mariage, c'est l'enfant. Et chacun a une régularisation adaptée à lui. Moi, je n'aurais jamais pu me régulariser par le mariage avec une personne de nationalité française parce que j'ai une entrée irrégulière. La condition de régularisation par un mariage français, c'est l'entrée, je ne l'avais pas. Il y a des personnes qui sont éligibles à l'admission exceptionnelle. Mais le fait d'avoir eu des OQTF non exécutés, ils sont plus éligibles. Donc, la personne, tout de suite, toi, tu es éligible à ça, ça, ça. En attendant, je t'apprends à faire ton AME. En attendant, fais du bénévolat. Respecte les valeurs de la République. Tu viens d'Afrique. Dans ton pays, l'homosexualité n'est pas acceptée. Ici, c'est accepté. Tu dois être à l'aise. C'est ça le premier rôle à faire. Vous connaissez l'hymne national française, Yves? Oui. Je connais l'hymne national français. Vous apprenez? Et il y a tout dedans. Voilà. Il y a tout dedans. Et le contrat d'engagement des respects des valeurs de la République, j'aime aussi parce qu'il y a tout dedans. Il suffit de lire ce contrat pour faire ce qui est droit des étrangers. Et le devoir, il va suivre. En tout cas, je le fais depuis des années et ça marche. Donc aujourd'hui, vous le dites haut et fort, vous y croyez au slogan de la fraternité de la République aujourd'hui en France? Après, unité, dignité, tout ça, vous... Moi, j'y crois. J'y crois à la France. Je crois que le rêve français, il existe. Moi, il m'a fait. Il m'a fait 9 ans plus tard, quand je suis arrivé avec mes 40 kilos et voir ce que je suis devenu aujourd'hui, la France donne des opportunités. Voilà, et je profite pour remercier l'association Arcade qui m'a donné l'opportunité de me former et d'être ce que je suis aujourd'hui. Cette opportunité-là, j'essaie d'orienter des personnes parce que ça se fait. La preuve, AFBI aura 2 ans bientôt. Le nombre de régularisations que AFBI fait, c'est le nombre de régularisations de 20 autres associations réunies. L'intégration, le développement du pouvoir d'agir, ça marche. Donc ça, c'est ça la solution. La solution, c'est de dire à la personne dès le départ, voilà ce à quoi tu es éligible. J'aime bien prendre l'exemple du TGV.
Le TGV que tu vas prendre, sa direction, c'est celle-là. Plus tu mets long dans le mauvais train, plus le chemin retour sera long. Et ils comprennent, et ça marche. La raison pour laquelle AFBI est l'une des plus grandes communautés de capitalisation d'Europe. Monte au fur et à mesure. Sur les défis actuels du terrain de l'association, vous intervenez sur des sujets sensibles comme la régularisation, on vient d'en parler, les droits d'asile, l'admission. Selon votre expérience aujourd'hui sur le terrain, quel est aujourd'hui le principal frein justement à l'intégration réelle des personnes d'origine subsaharienne en France? Cette question, je vais la répondre en deux volets. 99% des personnes en France depuis 15-20 ans sans situation stable, elles ont été mal orientées. Soit elles ont atterri à la mauvaise association ou chez la mauvaise personne. C'est toujours la mauvaise orientation. Une personne, dès le départ, qui sait où aller, c'est un peu plus facile. Maintenant, la difficulté, dans une deuxième phase, la difficulté profonde même, c'est l'accès à certaines informations. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça a tout son sens. L'accès à l'information. Moi, j'arrive à donner aux milliers d'abonnés que j'ai sur TikTok, ces personnes ont cette information. La bonne information t'oriente vers le bon endroit par rapport à ta situation. La bonne structure, la bonne personne, ce qui est adapté. Je dis toujours ce qui est adapté à toi. À ta problématique. À ta problématique. Il n'existe pas une façon standard d'accompagner tout le monde. Chacun a son vécu. Et même quand vous avez le même vécu, chacun a son ressenti. Et même quand vous avez le même ressenti, chacun a sa vision. Il y a toujours une adaptation. AFBI, on est plus d'1 millier de membres. J'ai 1000 façons de les accompagner. Et j'ai un groupe dans AFBI qui s'appelle le Panthéon. Une fois qu'on a sa régularisation, on rejoint le Panthéon, où il y a Madame Isabelle Obama, qui est formée en insertion professionnelle, qui accompagne les personnes. C'est une collègue, ça. Voilà. Donc, on ne s'arrête pas à régulariser les personnes, parce qu'après la régularisation, il y a une seconde vie. Et là, il y a Maître Hugues, on a une juriste et tout, Marcel Atanga, qui a cru au rêve dès le départ. Voilà, elle a cru au rêve dès le départ et on essaye vraiment de monter en température. Est-ce que ces personnes, justement, ont eu cette vision comme vous, de se dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas à ce public réellement comme vous le faites? C'est peut-être pour ça qu'ils ont cru et ils ont adhéré à votre communauté, c'est ça? Oui, c'est surtout ça, mais c'est autre chose aussi. Ces personnes ont cru à ma vision. Voilà, je me rappelle, Maître Hugues, il a eu du mal à croire que je n'ai pas fait des études de droit. Moi, je n'ai pas fait de grandes études. Il a eu du mal à croire. Mais je lui ai donné ma technique qui était simple. Elle est simple. Moi, je prends les dossiers de refus de titre de séjour et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a refusé. Et derrière ça, je crée les théories. Aujourd'hui, lui, en tant qu'avocat, enseigne mes théories à l'université. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on refuse les titres de séjour par l'admission exceptionnelle? C'est parce qu'il y a 4 éléments qui manquent. Je mets une règle, les 4 BG, les barrages du guide. Pour faire une demande d'admission exceptionnelle, ces éléments, on doit les avoir avant. Les questions, pour savoir quelle est la régularisation adaptée à ma situation, c'est les 3 QG, les questions du guide. Tu es arrivé quand, comment, voilà. Donc, il y a tout ça. Et c'est des personnes qui ont cru à mon rêve, mais surtout, qui ont une petite fibre sociale. Parce qu'un avocat, un juriste ou un travailleur social qui n'a pas de fibre sociale, et il y en a, c'est difficile. Et on a des associations qui sont dirigées par des personnes qui ont 0 fibre sociale, qui sont là, peut-être parce qu'il y a des subventions et tout, et qui font semblant, il y en a beaucoup. Quand vous atterrissez dans ce genre d'association ou voir ce genre de personnes, vous êtes sûr de faire 10 ans en France en papier. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Yves, 2 choses. Votre vision, justement, l'avenir d'AFBI, mais aussi comment vous arrivez à vivre aujourd'hui? À vivre. Bon, je ne sais pas si je vis. Il y a une adhésion ou vous avez des aides extérieures? Parce que j'ai envie de dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, j'imagine. Effectivement, malheureusement, nous n'avons pas de subvention. Je suis une communauté de capitalisation pour le moment, AFBI et tout. Effectivement, en préfecture, on est en pleine démarche. Mais le terme communauté de capitalisation me va.
Nous avons des frais d'adhésion. Rien n'est obligatoire dans AFBI. Ok. Les frais d'adhésion sont de 60 euros, Ok. 10 euros pour la carte de membre, 50 euros pour le fonctionnement d'AFBI. On a ce qu'on appelle le don annuel. Lui aussi, il est non obligatoire. Le don annuel nous permet, vous avez vu sur le site, on accompagne des jeunes mineurs et femmes en prison, on accompagne des enfants des familles très pauvres, on paye l'école, on organise en Afrique, notamment au Cameroun, à aider à la cascade des revers, c'est à ça que c'est le don annuel. Cependant, les inscriptions, nous sommes une communauté de solidarité. Nous avons des manoirs, c'est des maisons avec des chambres, des personnes en grande difficulté viennent y habiter. Comment vous obtenez ces manoirs Effectivement, via l'immobilier. Voilà, via l'immobilier et tout. Dans ces personnes, il y a quelques qui arrivent à sortir, à travailler un peu, qui peuvent donner un coup de main. Voilà. Nous sommes plus dans la solidarité. Les frais d'adhésion d'AFBI permettent d'accompagner des membres d'AFBI en situation de grande précarité. C'est quoi les frais? Chacun adhère comme il peut ou il y a Oui, les frais d'inscription, les 50 euros d'inscription. D'accord. Oui, donc c'est ça qui permet, on a des membres qui sont en colocation, il y a des mois où ils ne peuvent pas payer le mois, on va l'aider. On a des personnes qui ont même des problèmes en Afrique. Une membre d'AFBI qui a des enfants en Afrique, on a sorti de l'école, on va aider à payer l'école des enfants. Parce que ça peut être un facteur de frein au développement de son pouvoir d'agir ici. Donc, voilà un peu comment on fonctionne. Nous ne sommes pas subventionnés pour le moment. Et on a la chance, il y a Tony, un monsieur qui m'a vu sur TikTok, il a apprécié ce qu'on fait. Il m'a appelé, il a dit, voilà, j'ai une centaine de matelas pour vous, vu ce que vous faites. Voilà, il y a des personnes qui nous offrent des télés pour les manoirs. Voilà un peu comment on fonctionne pour le moment. On n'a pas de budget, on n'a pas de subvention, mais ça nous va plutôt. Bon. Voilà. Ça vous laisse encore le pouvoir d'agir par vous-même. Ça nous laisse encore le pouvoir d'agir par nous-mêmes. Effectivement, c'est le mot. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, Yves, que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs? Comme mot de la fin, il va prendre quelques secondes juste. Je le dis, et même quand je fais mes lives, tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de Dieu, attendant le moment propice choisi par lui-même pour servir le plan divin concernant sa vie. Venez rejoindre notre communauté, sécurisez votre droit des étrangers, votre devoir des étrangers, sécurisez votre intégration et votre accompagnement en France. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Sur ces bons mots, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne émission à voir et à revoir. Pour soutenir l'association d'Yves, rendez-vous dès maintenant sur le site internet d'AFBI, donc qui est www.avby. Chaque contribution aide à transformer un parcours de vie. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.